Donc pour commencer, nous avons ici en haut le marché mondial du vin, la consommation. Chaque strate c'est un pays, en bas c'est le reste du monde. De 1990 à 2022, c'était en légère augmentation jusqu'en 2017 et puis ça chute depuis 2017 fortement. Vous avez ici les 15 premiers pays. Quand c'est rouge, c'est que ça baisse. Quand c'est vert, c'est que ça monte par période de 5 ans. Avant, on avait, depuis les années 90 jusqu'à 2015, des pays en baisse. Bah, c'est nous, c'est les vieux pays producteurs, consommateurs, et puis des pays en hausse, c'était les relais de croissance, les États-Unis, la Chine et d'autres. Le problème, c'est que vous le voyez à votre droite, tout est en rouge aujourd'hui. Les États-Unis, c'est le premier trait en bas, bleu marine, ils sont en décroissance depuis 4 ans, et tout en haut, en vert, c'est la Chine. La Chine a divisé par 3 sa consommation depuis 2012. On a finalement un mirage qui s'est évaporé. Et d'ailleurs, si vous enlevez cette Chine, vous voyez que le marché est en décroissance depuis plutôt 15 ans maintenant. Ça, c'est pour le rétroviseur. Pour l'avenir, regardons la France, prenons les chiffres du CNIV, ce n'est pas des anti-vins du tout. Le CNIV, ils ont fait des projections, et qu'est-ce qu'ils voient? Que d'ici 2034, selon eux, la consommation devrait diminuer d'un cinquième à cause de phénomènes démographiques. Les anciens qui consomment plus, ils s'en vont, et à cause d'évolution des modes de vie. On a parlé du snacking qui remplace les repas, c'est principalement la cause. Donc on va perdre un cinquième, ce qui fait qu'on aura perdu un tiers en 20 ans. Bernard Farge le dit, il faut trouver des solutions pour s'adapter. J'ai beaucoup aimé la citation de Gérard Bertrand que vous avez donnée, Monsieur Friez, qui est: l'avenir de notre métier dépend de notre capacité à nous adapter. Nous y sommes aujourd'hui. Alors, si on rentre plus dans le détail, vous avez, et on l'a déjà dit, donc je passe vite, les vins rouges qui diminuent, les vins blancs qui augmentent légèrement. Les rouges à droite ne sont plus dominants dans la consommation mondiale aujourd'hui, et les blancs sont devenus dominants dans des marchés clés, les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni. Autre phénomène, et on en a parlé, c'était la très bonne transition qui a été faite, les effervescents. Les effervescents, c'est le segment qui monte, là où les blancs augmentent de 0,5% par an en consommation, les effervescents, c'est quasiment 3% par an sur 20 ans. Et vous avez en bas 100, de 2002 à 2022, les vins tranquilles en bleu, stable puis décroissance, les vins effervescents en rouge qui sont passés de 100 à 172. Notons tout de même que les vins effervescents, qui restent, de par leur histoire liée à la célébration, ont des creux de consommation liés à la croissance économique, ou plutôt aux crises économiques. Vous avez la crise de 2008, et puis vous avez le Covid en 2020. Pourquoi est-ce que les vins effervescents sont-ils en progression? Eh bien, ça a déjà été dit, donc je vais passer rapidement, mais vous avez ici la fréquence de consommation en France de 1980 à 2022. Mettons-nous en 1980, ce qui est en, vous ne le voyez pas, je vous le commente, consommation régulière 51%. C'est le modèle qu'on a connu avec mes grands-parents, mes parents, le vin tous les jours, à chaque repas. Ce modèle est quasiment mort, il ne représente plus que 11% de la consommation en France aujourd'hui. Le modèle qui le remplace, c'est en vert au milieu, c'est ce qu'on appelle la consommation occasionnelle. C'est une fois par semaine. Et M. Friès, vous l'avez très bien dit encore, on achète du vin pour le soir ou pour le week-end et non plus pour tous les repas. Aujourd'hui, ça change complètement. Et ça fait quand on achète une bouteille par semaine, on est prêt à la payer plus cher que si on achète une bouteille par jour, comme on achetait la baguette de pain, ou comme moi j'ai connu les anciens qui allaient chercher de l'ordinaire à la coopérative. Voilà, il n'y a plus cette culture de l'ordinaire, du quotidien. Et le vin effervescent répond à ça, parce que le vin effervescent, c'est par essence plus occasionnel et par essence plus onéreux. Dans un monde où le vin n'est plus une boisson mais une occasion, les vins effervescents répondent à ces attentes des consommateurs. Ça a été exposé très très bien auparavant par M. Fraise. Alors, en synthèse, avant, aujourd'hui, eh bien, tout a changé. Avant, on buvait beaucoup d'alcool. Aujourd'hui, on boit moins d'alcool ou différemment, pas tous les jours. C'était quotidien, c'est occasionnel. C'était à table. Il y a des nouveaux moments et des nouvelles occasions de consommation. Et le raisonnement doit se faire aujourd'hui beaucoup en termes d'occasion plutôt que de segments, de couleurs, de produits. Et le vin était le choix numéro un. Le vin est aujourd'hui une option parmi d'autres. Alors, nous y arrivons. Comment rebondir? Je ne vais pas vous donner les clés parce que je ne les ai pas, ça serait trop facile. Je vais juste vous proposer une façon de réfléchir en fait.
Le problème, c'est que nous avons tendance, l'industrie du vin, à être extrêmement défensif. Hein, à l'image des posts Facebook qu'on a vus juste auparavant. Dès qu'il y a une innovation, c'est de la merde, c'est nul, pourquoi pas de la poudre. Voilà. Alors que non, non, c'est ce qu'ils font là avec ces canettes, c'est élargir notre marché, aller chercher des nouveaux consommateurs ou retoucher des anciens consommateurs dans les maisons de retraite. Voilà. Et en fait, il faut qu'on change de grille de lecture, qu'on reparte à l'offensive. C'est comme si, je prends une métaphore sportive, au football américain, vous savez, ils ont une équipe pour l'attaque et une équipe pour la défense. Nous, on a notre équipe pour la défense. Voilà. Ben non, changeons d'équipe, passons pour l'attaque. Si on se met sur un sport plus local, le Grand Stade Toulousain, si j'ai bien compris, sa magie, c'est de savoir passer d'une situation de défense à une situation d'attaque en une microseconde. Et ben c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Voilà. Alors comment? Tout d'abord, regardons nos consommateurs. Vous avez ici les générations de consommateurs. Alors prenons le temps, je vous les commande parce que je pense que vous ne voyez pas tout. En bas, on a les générations silencieuses, les boomers, génération X, les générations Y ou millennials, 28-43 ans, les générations Z, 12-27 ans. Donc en gros, si on prend Z et millennials, c'est les moins de 45 ans. Les moins de 45 ans, qu'est-ce qu'ils pèsent dans la consommation de vin? Selon les pays, entre 20% au Japon et 35% en Australie. En France, c'est 28%. Ça veut dire que les moins de 45 ans pèsent en gros un tiers de la consommation, alors qu'ils représentent les 2 tiers de la population mondiale. Donc là, on a un problème. On le sait. Ça a déjà été dit. En France, les consommateurs, un consommateur sur deux a plus de 55 ans. On a un problème. Comment faire? Souvent, on dit on n'a pas les produits pour les jeunes. D'accord, mais est-ce qu'il faut pour autant gommer les produits pour les anciens? Non, il ne faut pas, selon moi, il ne faut pas tout gommer, tout changer. Il faut faire les deux. On est obligé de continuer à faire des produits pour les plus de 45 ans. Parce qu'aujourd'hui et pendant un moment, c'est eux qui vont payer nos factures. Mais il faut préparer le présent et l'avenir en innovant et en se remettant en question pour trouver des relais de croissance, à l'image de ce qui a été montré auparavant avec les canettes. Alors, innover, ce n'est pas le fort du monde du vin, contrairement à ce qu'on a vu depuis une demi-heure ici. C'est pour ça que je me dis peut-être que dans le sud-ouest, ils sont bien meilleurs qu'ailleurs, mais partons du principe que je ne parle pas du sud-ouest, mais du monde du vin français en général. Et pas du vin français d'ailleurs, du vin en général. Et pour l'illustrer, une citation d'un grand spécialiste américain, elle arrive, qui dit que lorsqu'un nouveau produit sort, un vin aromatisé ou un vin avec une étiquette Halloween par exemple, nous avons tendance à la dénigrer en tant qu'industrie, alors que nous devrions l'accueillir favorablement puisqu'il permet d'élargir la catégorie. Voilà. Il y a un exemple qui parle beaucoup en France, c'est l'exemple du vin nature. Le vin nature, moi techniquement, je ne sais pas ce que c'est, je pense qu'on pourrait en parler toute la nuit, on ne serait pas d'accord. En revanche, d'un point de vue marketing, je sais très bien ce que c'est. C'est des consommateurs plus jeunes, c'est un prix moyen à la bouteille plus élevé, c'est des autres circuits de distribution et c'est une communauté. Le rêve de tout marketeur. Et quelle est la réaction du monde du vin face à ça? Ça pue, c'est pas du vin, cassez-vous. Voilà, c'est vrai. Et donc on est voilà. Et alors que, regardez, j'ai eu la chance d'aller à Copenhague l'année dernière. Qu'est-ce qu'on voit? Fadol, ça veut dire bière, ou nature vin. Nature vin, rouge, orange, rosé. Et vous voyez cette bouteille de vin orange en 50 centilitres à 11,5 degrés avec une capsule de bière. Ça amène des jeunes consommateurs vers notre monde. Il ne faut pas leur fermer les portes, il faut leur ouvrir les portes. Et en fait, ce qui est génial, c'est quand on leur ouvre les portes, je vais vous donner d'autres exemples, ils adorent, ils sont très contents de venir. Sauf qu'on ne les accueille pas. On est là dans notre charabia, le cépage, le terroir, la multigénération, les vieilles vignes, le château. Voilà. C'est très bien, je ne dis pas qu'il faut jeter ça, il faut faire les deux en même temps. Mais ça, c'est une porte d'entrée. Et nous, on a tendance à le dénigrer. Et les exemples, il y en a plein. Soyons honnêtes, le vin n'est pas aussi innovant que les spiritueux et les autres boissons sur le marché qui nous font concurrence. C'est vrai. Les gens sont plus soucieux de leur santé que jamais, et en même temps, ils veulent toujours vivre l'expérience du vin. Nous devons remettre en question notre façon de penser et innover pour répondre aux exigences des consommateurs. Autre illustration, le sucre est une question clé pour les consommateurs aujourd'hui. Ils veulent savoir, alors que dans l'industrie du vin, nous rechignons à communiquer les informations. Donc, il faut changer de grille de lecture. L'innovation, c'est une opportunité pour accueillir de nouveaux consommateurs. Et la transparence, c'est une nécessité pour parler aux jeunes générations. Donc, changer de grille de lecture. Changer de grille de lecture, je voudrais, pour vous illustrer ça, et pour ensuite rentrer dans le détail,
vous donner un exemple qui sort du monde du vin. Je donne des cours de stratégie de l'entreprise à Sciences Po. L'année dernière, dans mon cours, j'ai eu la chance de recevoir Maxime Saada, qui est le patron du groupe Canal+. Et il nous a expliqué la situation de Canal+ quand Netflix est arrivé en France. Alors, ça n'a rien à voir avec le vin, mais j'espère que vous allez comprendre la relation. Canal+, c'était un abonnement à entre 30 et 40 euros par mois. Netflix arrive avec 7 euros par mois. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils font une étude. Ils disent, wow, quelle est l'image de Canal+. Ce qu'il en ressort, c'est que Canal+, c'est la chaîne de mon père. Donc il disait aux élèves, là j'ai deux problèmes. C'est masculin et vieux. Toutes les études sur le vin, c'est le produit de mon grand-père. Donc nous, on est masculin et très vieux. Voilà, d'accord ? Mais lui, au lieu de voir ça comme une menace, il se dit, ok, réagissons, opportunité. Qu'est-ce qu'il a fait ? Plan de réduction des coûts. On est en train d'arracher. Je veux dire, on fait la même chose. Nouveau programme à destination d'un jeune public. Il adapte ses produits. Nouvelles offres. Avant, il fallait s'engager 1 an. On leur permet de rentrer dans la catégorie, dans notre offre, grâce à des offres sans engagement. Et il dit finalement, Netflix nous a beaucoup aidés. Cela nous a permis de faire évoluer Canal+ en profondeur. Nous aurions dû le faire de toute façon. Et en plus, Netflix a convaincu de nombreuses personnes de payer pour la télévision, alors qu'avant, ils considéraient que ça devait être gratuit. Donc il faut voir les opportunités dans les évolutions de marché et pas uniquement les menaces. Il ne faut pas être systématiquement défensif. Repasser à l'attaque, accepter de se réinventer. Quelques illustrations maintenant, comment faire. Alors, pour changer de grille de lecture et repartir à l'offensive, il faut savoir à qui on parle. Si on veut toucher ces jeunes, donc vous avez ces générations-là, faisons un focus sur la génération Z, 12-27 ans. Très peu consomment du vin, parce qu'ils n'ont pas l'âge légal, mais c'est ceux de demain. C'est une génération qui est née avec Internet, elle est digital native, elle est très anxieuse, elle a vécu les crises sanitaires, le Covid, les crises économiques, la guerre économique, l'angoisse sur le climat. Elle est très idéaliste, Greta Thunberg, mais en même temps très contradictoire, elle va commander sur Chine. Plus homogène à travers le monde que les générations précédentes, voilà. En termes d'alimentation, comment est-ce que cela se traduit ? Croissance du snacking, végétalisation des régimes alimentaires et alimentation pour prendre soin de sa santé. Ce qui est logique quand vous voyez qu'aux États-Unis, il y a plus de la moitié des jeunes adultes qui sont soit obèses, soit en surpoids. Donc ça veut dire que grâce au digital, les jeunes générations, ils ont accès à l'information. Pour y répondre, il faut être très transparent, il ne faut plus se cacher derrière la magie de tradition multigénérationnelle, blablabla. Il faut, pour eux, dire ce que l'on fait, c'est une évidence. Et donc, moi, ça m'amuse beaucoup quand il y a ce débat sur l'étiquette. Pour eux, c'est un non-sujet. Donc, voilà, ne nous trompons pas de combat. Si on n'est pas capable de dire ce qu'on fait, c'est qu'il y a un bug. Donc, c'est à nous d'aller vers les jeunes, et ce n'est pas l'inverse. Ils ne vont pas venir vers nous, sinon. Et déjà, c'est le cas. Hein. Ils ne viendront pas. Donc, il faut aller vers eux. La transparence est le premier élément qui permet de repartir à l'attaque. Ensuite, il faut changer l'histoire qu'on raconte. Alors, encore une fois, on ne change pas tout. On garde pour un segment du marché qui nous fait vivre et qui sera là et qui a sa raison d'être et qui doit continuer à exister. Mais pour attirer les nouveaux, il faut changer de narratif. Et là, je vais vous montrer un exemple qui est l'exemple des États-Unis. Donc, ce n'est pas nous, c'est différent, mais ils ont aussi des problèmes. Eux, leurs problèmes, quand la consommation a diminué, ils ont fait des statistiques, tout ça, et ils ont là-bas des statistiques dites communautaires ou raciales, parce que là-bas, on remplit si on est caucasien ou afro-américain ou asiatique ou latino, et ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y a que des blancs, enfin, il y a une surreprésentation des blancs dans les consommateurs de vin. Ils ont loupé les latinos, ils ont loupé les afro-américains. Donc ils se disent, zut, comment on fait ? Ils ont identifié les barrières à l'entrée et les moyens pour casser ces barrières. Alors, on ne va pas copier-coller, bien entendu, mais c'est juste pour montrer la grille de lecture offensive. Ils se sont rendus compte que le vin était là-bas peu dynamique. Donc ils se sont dit, il faut qu'on véhicule un imaginaire chargé d'énergie, avec d'autres emballages, avec d'autres types de bars et de restaurants. Le vin est trop formel, donc on va mettre en avant d'autres occasions de consommation, moins de nappes blanches. Il y a peu d'identification sociale, donc on va cibler du local, on va parler musique, on va parler sport. Le vin est déconnecté avec les modes alimentaires. Ben oui, en France, regardez les burgers, quand j'étais petit, on prenait un steak frites. Et les anciens, enfin les adultes, prenaient un verre de vin avec. Aujourd'hui, on prend un burger. Et avec le burger, c'est soit un coca, soit s'il y a de l'alcool, une bière. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le vin à burger ? Voilà, quand vous avez dit celui qui aura mis du vin au coca, il aura gagné, mais absolument. Donc il faut se reconnecter avec les modes alimentaires d'aujourd'hui. C'est un goût acquis. Hein, et quand on n'a plus le grand-père ou le père pour nous l'apporter, mais comment on fait ? Donc il faut aider les gens à goûter le vin.
Et c'est là où la bouteille de 75 centilitres, c'est très impliquant, c'est cher, c'est 8 verres, voilà, alors qu'on veut juste goûter un verre. C'est trop blanc, c'est leur problème là-bas. Donc ils veulent mettre en avant plus de diversité. Alors eux, c'est l'inverse de nous, c'est pas très viril, parce que le vin s'est beaucoup développé avec des femmes qui buvaient du chardonnay, femmes de 40 ans et plus qui buvaient du chardonnay, donc il faut mettre en avant des hommes qui boivent du vin, ainsi de suite. Barrière à l'entrée forte à cause du coût unitaire. Et puis, ça c'est très états-unien, pas promu auprès des Afro-Américains ni des Hispaniques. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font pas seulement des produits et des pubs pour ces communautés, mais ils vont mettre en avant un winemaker, une maître de chez, ainsi de suite, qui viennent de ces communautés-là. Donc une remise en question profonde. Et je pense que de la même manière, la filière vin en France doit s'interroger sur les barrières à l'entrée pour les nouvelles générations et imaginer des actions pour les diminuer. Alors, comment faire? Regardons les occasions de consommation aujourd'hui. J'ai listé quelques occasions de consommation ici, ce n'est pas exhaustif. Et puis, est-ce que c'est le territoire du vin, de la bière, des spiritueux, des cocktails ou des eaux et des boissons rafraîchissantes sans alcool? Le repas à table, c'est notre territoire. Qu'on soit en rouge, en blanc, en rosé. Il y a la bière qui est un peu et les eaux qui y sont aussi. Le problème des repas à table, je vais y arriver, c'est que c'est en décroissance. Il y a de plus en plus d'autres occasions. Le repas emporté, alors je connais mal Toulouse, je m'en excuse, mais j'imagine que vous voyez plein de livreurs en vélo, en scooter, avec Uber Eats ou je ne sais pas quelles sont les applications qui vont livrer des repas. C'est le cas ou pas? Je ne sais pas. Oui. Est-ce que vous avez déjà essayé de commander du vin sur Uber Eats? C'est la métaphore avec le McDo il y a 15 ans, c'est la même. Non. Alors que vous voulez une bière, vous voulez un coca, c'est facile. Voilà, les gens consomment comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire que toi tu veux asiatique, toi tu veux un burger, moi je veux une salade végane. Ok, on peut le faire. On va se faire livrer tous. Mais est-ce qu'il y a un produit vin qui est adapté à ça? Et ça pose la question de quel produit, mais de quel contenant, dans quel format? La canette, clairement, est une solution. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais bravo d'essayer en tout cas. Voilà pour les repas à emporter. Le snacking, on y est. Alors les repas à emporter, je mets mes petites flèches. Elles sont décalées, désolé. C'est en croissance. Le snacking, c'est en croissance. On y est, mais voilà. Alors l'apéritif. L'apéritif, c'est le grand moment de consommation actuel. Je pense que dès le printemps arrivé, vous voyez ici plein de verres orange sur les terrasses. D'accord? Il faut savoir que les alcooliers, les gens des spiritueux, depuis un moment, ils ne raisonnent plus en part de marché par catégorie. Ils se disent plus, je vais gagner de la part de marché dans les whiskies, dans les gins, ainsi de suite. Ils se disent, je vais gagner de la part de marché dans l'apéritif, par occasion. Voilà. Et l'apéritif, c'était du vin, de la bière, qui est l'élément faible dans l'industrie, c'est le vin. Et donc, ils nous ont dans le viseur et ils prennent des parts de marché sur le vin et ils ramassent. Voilà. Donc là, il faut clairement qu'on soit plus créatif sur nos propositions apéritives. Ensuite, autre phénomène, tout ce qui est concert, tout ce qui est festival, tout ce qui est événement sportif. Moi, j'hallucine d'aller au stade et d'avoir que de la bière alors qu'il y a des vignes partout autour du stade. Voilà. Alors, on me dit loi E20. Je dis non, la bière, elle vous prend des parts de marché, elle a la même loi E20. Voilà. Donc, arrêtons de nous cacher derrière un petit doigt. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il y a... Et dès que ça, ils le font, regardez ce qu'ils ont fait au Hellfest. Le Hellfest, ça se passe dans la région du Muscadet. On buvait que de la bière. Ils ont mis des camions qui, en direct, mettent en bouteille des bibes avec un camion réfrigéré et ils passent 20 000 litres. Et c'est un énorme succès. Et je parlais aux personnes de l'interprofession récemment, ils ont dit, ouais, il y a Chaka Ponk qui est allé en concert récemment au Zénith, on a refait le truc, ils ont passé 2000 bouteilles. Voilà, moi, je suis allé voir le même concert à Paris 2 semaines après, il n'y avait que de la bière. Je n'ai pas pu boire un verre de vin. Même chose pour les électro-rock de Nîmes, tout ça. Dès qu'il y a un wine truck, dès qu'on donne une porte d'entrée à ce public-là, ils sont très contents d'aller vers le vin. Mais c'est juste qu'il n'y a pas d'offre. Voilà. Donc, il faut continuer à capitaliser sur les repas à table. 1 minute, monsieur Kubertavo. D'accord. Mais chercher les relais de croissance en renforçant notre proposition pour le snacking, l'apéritif, les repas emportés et créer des propositions pour les autres occasions. Je continue. On l'a déjà dit. Il faut trouver des nouveaux formats. Par format, il y a emballage, mais il y a beaucoup le problème de la bouteille. 75 centilitres, c'est plus du tout adapté. C'est pas mobile, mais 75 centilitres, ça veut dire que tout le monde boit du vin, alors que moi, je peux boire du vin, mais vous, un coca, et vous, de l'eau, et vous, une bière. C'est plus du tout adapté, donc il faut vraiment réfléchir. Je n'ai pas la solution sur le contenant idéal, mais ce que vous avez dit sur les maisons de retraite me semble éclairant. Ce que vous avez dit sur les boulangeries de village me semble éclairant. Les styles de vin, on a parlé des effervescents. Il faut
L'idée, c'est de se dire que le vin évolue depuis 7000 ans, pourquoi est-ce qu'on resterait figé, hein? Et M. d'Intermarché l'a très bien dit, quelque part, les cahiers des charges peuvent être un frein à l'innovation là-dessus. Il faut continuer à bouger. Les effervescents, bien entendu, sont une piste. Les cocktails, alors c'est très drôle, dans le vin, tout le monde me dit moi je ne vais pas faire de cocktail parce que ça déprécie mon produit. Et puis après, tout le monde me dit explique-moi comment le Prosecco a fait pour se faire x10 en 10 ans. Je dis des cocktails. Voilà. Voilà. Et donc pour terminer, vous avez ici le avant aujourd'hui. La menace, donc avant, et j'en ai pas encore pour 30 secondes, et j'arrêterai là. Avant, on avait les mêmes comportements entre les générations. Aujourd'hui, les attentes sont différentes, hein, entre les différentes générations. La menace, si on est très défensif, on se dit « Ah, c'est nul, il n'y a pas de transmission de modèle de la consommation de vin. » Mais en fait, ça peut être une opportunité. Il y a des nouveaux modes et occasions de consommation. Si on est transparent, si on intègre, si on accueille les jeunes, c'est super, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu le grand-père de toute façon. Toutes les populations qui n'avaient pas de grand-père qui buvaient du vin parce qu'elles ont été immigrées, parce qu'elles venaient d'autres cultures, voilà, si on se met dans une logique positive, on peut les inclure. Ces gens ont envie, pour une partie d'eux, de découvrir le vin. Avant, on buvait de l'alcool, aujourd'hui, moins d'alcool. Alors nous, on se dit, on diabolise le vin qui est notre civilisation, c'est la fin d'une époque. Peut-être, mais on peut aussi se dire que le vin, on est moins alcoolisé que les spiritueux. Et dans une époque où on parle que de l'eau ou de je ne sais pas quoi, nous sommes le lot des spiritueux et de la bière et du vin en général. La bière est un peu moins, mais nous, on est bien placés là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on ne raconte pas cette histoire? Il faut changer d'histoire. Quotidien à occasionnel, ça fait qu'on va boire moins mais mieux, donc on peut valoriser. À table, nouvelles occasions, ça dit on remet en cause les accords mévins, la sommellerie meurt, machin. C'est pas grave, il y a d'autres occasions, des nouvelles occasions, j'en ai parlé. Et puis pour finir, le vin était le seul choix, maintenant c'est une option parmi d'autres, donc on se dit on se fait attaquer de toutes parts. Oui, mais regardez les spiritueux, qu'est-ce qu'ils essayent de raconter comme histoire? Tous les spiritueux, même la bière avec les craft beers, ils essaient de raconter l'héritage, le lieu, les hommes, les femmes, les générations, le produit séculaire. Et ils inventent des histoires comme ça. Pour un gin qui a été créé il y a 10 ans, ils vont nous raconter une histoire qui a 100 ans, c'est pas vrai. Tout ça, l'histoire, le lieu, l'artisanat, le local, c'est le vin. On a toutes ces forces-là. Il suffit de les mettre en avant, mais de les raconter d'une autre façon, de façon positive, et pourquoi pas de s'inspirer des innovations des concurrents.